Alors, juste avant de commencer, je voudrais quand même déclarer des conflits d'intérêts, dans le sens où je vais vous présenter quelque chose sur la lombalgie et la course à pied. Et je suis enseignante pour la clinique du coureur et responsable de la clinique du coureur France. Donc, je donne les cours partout sur le territoire français. Et je suis aussi enseignante pour l'Institut Mackenzie. Donc, je donne des cours sur la prise en charge principalement des rachialgies par ce biais-là. Donc, c'est deux conflits d'intérêts qui sont certains. Si on veut faire un petit update sur la lombalgie et la course à pied, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que d'un point de vue épidémiologique, avoir mal au dos, c'est juste normal. C'est à peu près 56% de la population qui, dans l'année, vont avoir mal au dos. Donc, de façon assez coutumière, on va dire que c'est juste normal d'avoir mal au dos. Tout le monde, plus ou moins, va y passer. Après, par contre, entre le fait d'avoir mal au dos une fois et puis le fait d'avoir des récurrences ou de tomber dans la chronicisation, il y a plusieurs voies un petit peu d'évolution de cette lombalgie. Et Peter Croft nous explique qu'il y a 4 voies principales d'évolution. Alors, c'est vrai qu'à peu près 30% des personnes vont récupérer complètement d'un premier épisode de lombalgie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 13% qui vont avoir des symptômes fluctuants, 36% qui vont avoir des symptômes persistants, et c'est quand même 21% qui vont devenir des chroniques sévères. Et on va reparler des coûts juste à la fin de cette slide-là. Tout ça pour vous dire que finalement, c'est ces chroniques sévères-là qui vont devenir des coûts sociétaux extrêmement importants. Donc en fait, la lombalgie, elle est par nature épisodique et récurrente. Est-ce qu'il y a plus de lombalgie aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans ? On a coutume de le penser, on a coutume de se dire que ouais, c'est le mal du siècle. Enfin, moi, j'ai travaillé dans le siècle dernier, c'était déjà aussi le mal du siècle. Et en fait, il n'y a pas plus de point de vue épidémiologique, il n'y a pas plus de lombalgie d'un point de vue épidémiologique qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. C'est juste les coûts en lien avec la prise en charge des lombalgiques qui ont dramatiquement augmenté. Et en fait, je crois que ce n'est pas de votre faute, mais c'est sûrement beaucoup plus la faute de ma génération de professionnels de santé qui ont été extrêmement bons à fabriquer des chroniques. Et il y en a qui n'étaient pas nés en 98. Hein. Qui était né en 98 ? Ok. Eh bien, figurez-vous que la conférence de consensus qui dit que la pire des choses à faire dans le cadre d'une lombalgie, c'est le repos, elle date de 98. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les recommandations de la Sécu pour aime ton dos et bouge pour ton dos, ça date de 2018. Donc il a fallu 20 ans pour comprendre que les guidelines et les recommandations de la HAS, finalement, ça va revenir, ont pu être mises en pratique dans le quotidien. C'est bon, ça revient. En fait, il ne faut pas que je m'arrête trop longtemps pour causer. Après, sur la course à pied, là aussi, vous avez dû être témoin de cet engouement pour la course à pied. Alors, vous êtes peut-être un peu jeune pour être totalement mordu de la course en endurance. Et j'allais dire, je vous recommanderais même pas trop de faire des très longues distances pour l'instant. Si vous êtes coureur, cultivez votre vitesse. Ça vous servira en vieillissant. Et ne cherchez pas à aller trop vite dans l'augmentation du nombre des kilomètres. Mais c'est à peu près 19% de la population qui court, et ça a progressé notamment aux États-Unis entre 6 à 12 millions en 10 ans. Avec des gens qui rêvent de toujours plus long, des gens qui rêvent de toujours plus loin, on va dire, qui rêvent d'aventures en lien avec la course à pied, d'accomplissements en lien avec la course à pied. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à courir, je faisais un marathon en 2005, j'ai fait mon premier marathon, on me dit « Waouh, la classe, ça fait un marathon !» Et puis là, tu te dis, t'es ultra trailer, tu te dis, t'as fait un 80 km ? Non, mais t'as même pas fait l'UTMB. Enfin, t'es pas un ultra trailer si t'as pas fait l'UTMB, quoi. Et en fin de compte, il y a une espèce de quête de la distance alors peut-être que tu l'as fait d'ailleurs, vaut mieux aujourd'hui, pour être reconnu par ton environnement, vaut mieux faire l'UTMB à 3 km/h qu'un 80 km à 10 km/h, ce qui est dramatiquement dommageable, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Et puis quand même, pour les filles, on revient de loin, parce que Catherine Schweitzer, c'est quand même pas il y a si longtemps que ça. Et la première femme à participer à un marathon, c'était en 1967,
Alors 1967, c'est peut-être l'âge de vos mamans, ou un tout petit peu plus vieux que l'âge de vos mamans. Et elle avait été obligée de le faire déguisée en homme. Hein. Donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui est aussi intéressant de se rendre compte, c'est que finalement, quand on regarde la distribution des blessures en course à pied, d'après vous, où est-ce qu'on se blesse le plus en course à pied? Alors, la team cheville, c'est qui? Allez-y, team cheville, manifestez-vous. Ok. Team genou? Ok. La team genou gagne d'une large avance. En fait, quand vous allez être dans vos cabs, vous avez un coureur qui vient vers vous, vous ne savez pas ce qu'il a. Si vous voulez paraître un peu divin, un peu intelligent, vous le regardez, vous dites t'as mal au genou, toi. Une chance sur deux. Un coureur sur deux se blesse au genou. Et puis quand bien même il dit non, c'est la cheville, c'est parce que tu compenses. Ça marche à tous les coups. Tu t'en sors. Donc quand on regarde l'épidémiologie des douleurs de dos en lien avec la pratique de la course à pied, finalement c'est pas tant que ça, c'est environ 5% des coureurs qui ont des douleurs lombaires. Donc c'est pas une préoccupation majeure des coureurs. Par contre, une autre similitude entre la lombalgie et la course à pied, c'est que les deux sont, sont régis par un certain nombre de mythes, par un certain nombre de croyances collectives, et que ces croyances étant vraiment transmises de façon extrêmement efficace de génération en génération, ou de coach en coach, ou d'athlète en athlète. Premier mythe sur la course à pied, sur la lombalgie. Si tu veux éviter d'avoir mal au dos, il faut que tu aies des abdos... faut que tu aies un six-pack super efficace. Alors, pourquoi c'est un mythe? Tout simplement parce que quand on regarde les lombalgies chroniques et qu'on regarde leur ratio abdos-spinaux, ce n'est pas leurs abdos qui sont principalement faibles, c'est leurs spinaux. Et on voit notamment une diminution de leur force des érecteurs du rachis, mais aussi une augmentation des infiltrations cellulalgiques à l'intérieur des muscles. Et quand on regarde chez les coureurs qui ont mal au dos, ce qu'on remarque aussi, c'est eux, ils ont deux faiblesses. Effectivement, une faiblesse des érecteurs du rachis et une faiblesse de l'extenseur du genou. Et très clairement, l'extenseur du genou, l'appareil extenseur du genou va être très important dans l'absorption de la force d'impact. Et chez les coureurs à pied qui ont mal au genou, c'est ces deux choses-là qu'on retrouve. Alors attention, quand je vous dis qu'on retrouve ça, ça ne veut pas dire que parce que tu es faible au niveau du dos et au niveau des extenseurs du genou, tu vas avoir mal au dos. Il faut bien faire la différence entre quelque chose qu'on observe, une corrélation, mal au dos, faiblesse des extenseurs du rachis et des extenseurs du genou chez le coureur, par exemple, d'une causalité qui serait parce que j'ai une faiblesse au niveau du dos, je vais avoir mal au dos quand je vais courir. Il faut vraiment faire attention à faire cette différence-là entre causalité et corrélation. Les études qui nous permettent d'observer des corrélations, c'est des études transversales, où par exemple, je prendrai l'amphi, je regarde qui a mal, je teste vos érecteurs du rachis et je fais des corrélations entre la force des érecteurs du rachis et le fait d'avoir mal. D'une causalité, où là je prendrai l'ensemble de l'amphi, on prendrait vos forces d'érecteurs du rachis aujourd'hui, on vous suivrait sur 20 ans, et on regarderait qui développe des douleurs. Et là, on pourrait établir des liens de causalité. Mais vraiment faire attention à la différence entre les deux, parce que souvent, c'est mal compris, mal interprété, et du coup, on traite des causes qui sont que des corrélations. Si, ça va le faire. Autre mythe aussi, quand tu as mal au dos, il y a point de salut si tu ne vas pas nager, qui plus est, nager sur le dos. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un coureur nager, mais un coureur nager qui n'est pas triathlète, il n'aime pas l'eau, il ne sait pas nager, il n'a aucune sensation, il s'épuise au niveau cardio-respiratoire et en plus il marche, c'est un lapsus, il nage quasiment en position verticale. Donc avant qu'il ait des sensations, il va falloir qu'il passe des heures dans la piscine. Donc il n'y a aucune transférabilité de son activité de course à pied, même d'un point de vue cardio-respiratoire et physiologique, dans la natation. Il n'y a aucune transférabilité dans le geste technique. Et puis alors, si tu nages sur le dos, que tu ne sais pas nager, que tu n'aimes pas l'eau, tu n'es pas prêt de te faire des copains non plus. Donc
quand tu as mal au dos, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire que la natation. Et un coureur qui a mal au dos, si vous voulez le mettre dans l'eau, surtout lui dites pas d'aller nager, dites-lui d'aller faire de l'aquajogging. C'est l'activité la plus chiante de la Terre. Mais par contre, elle est extrêmement efficace pour garder, un, le geste, et deux, la demande physiologique. Il y a des études qui se sont amusées à prendre des athlètes et à leur demander ils ont évalué leur meilleur temps sur 5 km. Et puis ils leur ont dit, ok, maintenant pendant 6 semaines, vous faites tous vos entraînements en aquajogging à la piscine. Et ils ont refait leur évaluation de 5 km à l'issue de ces 6 semaines dans la piscine. Il n'y en a aucun qui avait perdu en termes de performance. Parce que, vous voyez ce que c'est l'aquajog? Tu as une ceinture de flottaison, tu es debout dans l'eau, tu touches ta papier, et tu fais comme si tu courais, mais tu cours sur place. Donc je vous dis, c'est l'activité la plus chiante qui puisse exister. Hein. Mais par contre, la transférabilité est extraordinaire. Donc pour vous, ce qu'il faut que vous ayez en tête aussi, c'est que le coureur blessé, si vous voulez lui donner une activité de transfert, l'aquajog est extrêmement pertinent. Enfin, un autre mythe par rapport à la lombalgie, c'était, et ça c'était surtout pour ma génération de kinés, vous savez, moi quand je suis sortie de l'école, on m'a dit, attention, lombalgie, lordose, ouh, c'est le mal. La lordose est responsable de la lombalgie. Il faut absolument apprendre aux gens à délordoser. Et moi, on me faisait apprendre à mettre les patients le long du mur et leur demander d'effacer leur courbure lombaire, puis d'essayer d'avancer comme ça. C'est quand même pas super nature, c'est pas super fonctionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre sacrum, il est incliné vers l'avant de 50 degrés. Que vos vertèbres, c'est ni plus ni moins des cubes qui s'empilent au-dessus de votre sacrum. Donc, comment voulez-vous que des cubes s'empilent au-dessus de votre sacrum sans lordose si le plan de départ, il est incliné à 50 degrés? Donc, c'est déjà juste normal d'être lordosé. Et puis après, quand on regarde les contraintes auxquelles on expose notre dos dans la journée, puis peut-être vous, tout simplement, depuis ces 2 jours-là, et peut-être aussi encore plus quand vous êtes en cours et en amphi toute la journée, on a une écrasante majorité de contraintes en flexion au niveau de notre colonne lombaire. Vous vous levez, vous petit déjeunez, vous êtes assis, vous allez à la fac en voiture ou en vélo, vous êtes en flexion, vous êtes toute la journée en amphi, c'est de la flexion, vous vous levez, vous allez manger au self, c'est de la flexion, vous revenez dans l'amphi, c'est à nouveau de la flexion. Pour peu que vous bossiez un petit peu à la maison le soir, c'est encore de la flexion. Si vous n'allez pas faire une activité sportive, vous faites de la flexion toute la journée. Et il y a une étude comme ça de Rollman qui est extrêmement intéressante, qui s'amusait à prendre des sujets, à leur mettre des équipements au niveau du dos pour enregistrer le temps qu'ils passaient en flexion versus en extension dans la journée et le nombre de flexions de fin d'amplitude versus d'extension de fin d'amplitude auxquelles ils exposaient leur dos dans la journée. Ils se sont rendus compte que c'était pas loin de près de 5 heures, c'était 4,9 heures de flexion dans la journée versus 24 minutes d'extension. Et que c'était 30 flexions de fin d'amplitude versus 0 extension de fin d'amplitude. Donc, est-ce que ce ne serait pas un peu normal, voire physiologique, de se dire que de temps en temps, ramener un petit peu d'extension au niveau lombaire, ça pourrait être intéressant juste pour venir contrebalancer l'écrasante majorité de contraintes en flexion auxquelles on est exposé. Et puis bien sûr, si tu as mal au dos, surtout tu cours pas. Vous avez sûrement tous entendu ce message-là, ou entendu des gens vous dire ça, ou des patients peut-être même vous dire, mais vous êtes sûr que je peux continuer à courir si j'ai mal au dos? Parce que finalement, ou si j'ai eu mal au dos, finalement la course à pied, ça tasse, c'est mauvais pour tes articulations, c'est mauvais pour tes disques intervertébraux. Alors là, aujourd'hui, on a une science qui est relativement massive sur tout ce qui est bénéfice des activités en contrainte sur l'adaptation osseuse, mais aussi l'adaptation cartilagineuse, articulaire, y compris chez les personnes vieillissantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as de l'arthrose, aujourd'hui, il n'y a pas un expert sur la planète qui est prêt à remettre en cause que la meilleure des choses à faire, c'est de bouger. Et si tu as de l'arthrose au genou, c'est de courir. C'est pas parce que tu as un jour un coureur, il vient, il dit « Ouais, voilà, j'ai mal au genou, ça fait 20 ans qu'il court, ouais, j'ai mal au genou, ah ouais, mais mon médecin, il a vu que j'avais de l'arthrose, il faut que j'arrête. » Non, tu as mal au genou parce que sûrement tu as fait une erreur d'entraînement il y a 3 semaines,
Tu le payes là, ok. Mais il y a 3 semaines, tu courais avec un genou déjà arthrosique et tu avais pas mal. Donc, de mettre en cause ton arthrose de genou dans ton facteur déclenchant de genou, de douleur, c'est être pris en flagrant délit de confusion entre causalité et corrélation. Et Jean-François Esculier, qui est un enseignant de la clinique du coureur aussi, a fait son post-doctorat sur arthrose du genou et course à pied. Et aujourd'hui, on sait haut et fort que les coureurs ont moins d'arthrose que les sédentaires, que les ultramarathoniens ont moins d'arthrose que les sédentaires. Ils en ont un peu plus que les marathoniens. Mais moi, ça ne me convainc pas quand même pour arrêter pour autant. Et qu'effectivement, par contre, chez le coureur élite, il y a plus d'arthrose que chez le coureur récréatif. Mais ça, ce n'est pas en lien avec la somme de contraintes à laquelle il va être exposé. C'est essentiellement en lien avec les décisions médicales qui sont prises par rapport à sa carrière. Je vous donne un exemple. Demain, tu dois faire les minima olympiques. Ta vie d'athlète en dépend. Tes sponsors, l'engagement de tes sponsors en dépendent. Eh ben, ton staff médical, il ne va pas hésiter à te faire une infiltration pour que tu puisses faire tes minima olympiques. Et ça, c'est délétère pour le vieillissement du genou. Mais ce n'est pas l'activité en soi. Et au niveau lombaire, c'est pareil. Au niveau lombaire, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, et notamment avec l'étude de Bellavi qui a été publiée en 2017, c'est que les gens qui courent, et là encore une fois, par contre, il faut que moi je sois honnête aussi dans mes interprétations d'études, c'est une étude transversale. Donc on s'est rendu compte que quand on comparait des gens qui couraient pas du tout, versus des gens qui couraient à peu près 30 km par semaine, versus des gens qui couraient 50 km par semaine, eh ben on s'est rendu compte que ceux qui avaient les disques intervertébraux en meilleure santé, c'était ceux qui couraient plus de 50 km par semaine. Comment on pouvait identifier ça? En analysant un petit peu la constitution de leurs disques, on se rendait compte qu'ils avaient des disques plus épais, qu'ils avaient des disques plus hydratés et plus riches en glycoaminoglycans. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous très à l'aise avec l'anatomie du disque. Vous savez que c'est une structure avasculaire. C'est une structure qui est extrêmement forte à pouvoir résister aux contraintes verticales. Et que la bonne santé du disque, elle peut s'évaluer en fonction de la concentration en glycoaminoglycans de l'intérieur du disque, du nucléus, parce que c'est des molécules qui aiment l'eau. Et quand le corps doit résister à la compression, il va mettre des structures qui permettent de renfermer de l'eau, parce qu'il n'y a pas plus incompressible que l'eau. Donc dans le cartilage, dans le disque intervertébral, il y a des glycoaminoglycans qui viennent tracter des molécules d'eau, attracter des molécules d'eau, pour créer cette résistance-là. Et d'ailleurs, il y a des gens qui, vous savez, qui testent un peu les disques intervertébraux, comme on pourrait tester la résistance d'une porte d'IKEA ou des pièces d'avion chez Airbus. Eh bien, ils se rendent compte qu'on ne peut pas péter un disque par de la compression. Pour abîmer un disque, il faut mettre des cycles extrêmement répétitifs de flexion et de rotation. Si tu mets que de la compression, tu vas entraîner des fractures des plateaux vertébraux avant de léser le disque. Donc le disque est extrêmement bien fait pour résister aux contraintes en compression. D'accord? C'est quelque chose avec lequel vous étiez à l'aise, ça, ou c'est quelque chose que... Ouais, super. Super. Donc, manifestement, les coureurs doivent avoir par leur pratique, vraisemblablement, entretiennent aussi une bonne santé de leur disque. Après, il y a une étude aussi que j'aime bien, qui est l'étude de Carretta et Catala. Donc, dans l'étude de Carretta et Catala, en fait, ils se sont intéressés à poser une question à des finishers d'un semi-marathon. Ils étaient à peu près plus de 700, 772, je crois. Et ils leur ont demandé, est-ce que vous avez déjà eu mal au dos? Alors, de façon pas surprenante, 54% avaient eu mal au dos. C'est juste les stats habituels, c'est juste l'épidémiologie normale de la lombalgie. Et ce qui est intéressant, et ce qui était même encore plus intéressant, c'est qu'ils leur ont dit, mais quand vous avez mal au dos et que vous courez, est-ce que vous avez plus mal ou moins mal? Et là, la moitié avait moins mal quand ils couraient. Et il y en avait 19% qui disaient, non, là, quand je cours, je m'aggrave vraiment quand j'ai mal au dos. J'aggrave vraiment mon mal au dos quand je cours en partant avec mal au dos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans quasiment la moitié des cas, la course à pied diminuait la symptomatologie de quelqu'un qui avait mal au dos dans sa période de lombalgie.
Et puis l'étude de Chakravarty, si vous voulez lire une étude longitudinale, c'est-à-dire une étude qui suit les gens dans le temps, et si vous voulez avoir un modèle un petit peu de méthodologie d'une étude longitudinale, je vous invite vraiment à lire cette étude-là. Elle est très intéressante parce qu'ils se sont amusés à suivre pendant 20 ans des gens qui étaient tous plus âgés de 60, ils avaient tous plus de 60 ans. Et il y en a à peu près 530 qui appartenaient à un club de course à pied et 470 qui étaient sédentaires. Et ils se sont amusés à les suivre sur 20 ans et ils regardaient leur fonction, leur douleur au niveau du genou, leur douleur au niveau du dos, leur qualité de vie et leur mort. Et ce dont ils se sont rendus compte et qui est super stimulant pour nous, c'est que finalement, les gens qui couraient, déjà, ils mouraient plus tard. À 20 ans, il y avait 14% des gens qui étaient morts dans les coureurs, il y en avait 39 dans les non-coureurs. Donc, non seulement tu mourais plus tard, et puis, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que ta qualité de vie en vieillissant était bien plus élevée dans le groupe des gens coureurs. Donc c'est bien beau de vieillir ou de vivre longtemps, mais c'est quand même vachement mieux de vieillir longtemps en bonne santé ou en bonne indépendance ou en bonne fonction. Donc c'est ce que mettait en évidence l'étude de Chakravarty. Puis après, il y avait un autre pan aussi de l'étude sur l'analyse des conditions de genoux. Alors une fois qu'on a fait cette analyse-là, il ne faut quand même pas être trop réducteur et se dire « Ok, si tu as mal au dos, cours. C'est super. Tu vas avoir moins mal au dos. Ouais, peut-être pas sûr quand même. » En fait, un triage va s'imposer. Et vous savez qu'au niveau lombalgie, quand je vais recevoir mon patient, lors de mon interrogatoire, j'ai 2-3 choses à vérifier et puis à être attentif. Et une des premières choses, c'est de se dire « Ok, est-ce que mon patient, il est chez moi pour des bonnes raisons ?» C'est-à-dire, est-ce que mon patient, il a été bien screené, il a été bien orienté, ou est-ce qu'il est passé entre les mailles du filet et il se retrouve chez moi alors qu'il ne devrait pas? Ça, c'est l'identification des drapeaux rouges, des contre-indications à la thérapie mécanique. Et puis après, il faudra que je sache reconnaître si j'ai un patient mécanique simple, un patient mécanique complexe et certains cas spécifiques. Donc les drapeaux rouges, je pense que vous êtes assez coutumiers de ce que c'est. C'est tous des indices dans l'interrogatoire qui nous permet d'élever nos niveaux de suspicion quant au fait que le patient a une pathologie grave. Vous savez ce qu'il y a comme pathologie grave au niveau lombaire? Oui, j'entends syndrome de la queue de cheval. Ouais, urgence chirurgicale. C'est quasiment la seule. Combien de temps pour opérer un syndrome de la queue de cheval? Ouais, c'est très vite. 72 heures, il y a des séquelles périnées et fonction sexuelle. Donc c'est très vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pathologie grave? Des tumeurs? Absolument. Des métastases. Alors c'est souvent pas par des cancers primaires, plutôt c'est des cancers secondaires. Et dans les cancers les plus ostéophiles, on a tiens, j'ai encore mes écouteurs, pardon. On a la thyroïde, le sein, le poumon, le rein, la prostate. C'est les cancers les plus ostéophiles, finalement. Donc, on a parlé de la queue de cheval, on a parlé de tumeurs, on pourrait parler de fractures, on pourrait parler de pathologies infectieuses ou de pathologies inflammatoires. On pourrait parler de problèmes de motoneurones supérieurs aussi, mais sachez qu'au niveau lombaire, c'est rare qu'on ait une implication de la moelle épinière puisqu'elle s'arrête en L2, donc souvent, c'est plutôt quand on est plus haut qu'on a des implications médulaires. Donc, je vais avoir des informations ou des signes qui pourront m'évoquer des drapeaux rouges. Et c'est sûr qu'il faudra avoir une conjonction pour se dire « Ok, ce patient-là, il ne faut pas que je le garde ». Ce n'est pas un drapeau rouge, c'est l'âge, c'est un drapeau rouge. Plus de 55 ans, c'est un drapeau rouge. Bon, si vous commencez à dire à tous vos patients de 55 ans « Ouais, non, là, vous n'êtes pas là pour moi », ça ne va pas le faire. Mais par contre, il va falloir avoir une conjonction de drapeaux rouges qui permettront d'élever notre niveau de suspicion. Mais je vous alerte quand même pour un truc, c'est que dans cette étude-là de Hardwigson, 80% de la population avec une lombalgie avait au moins un red flag, c'est-à-dire un drapeau rouge, alors qu'ils n'avaient pas de pathologie grave.
Donc par exemple l'âge, effectivement, c'est un drapeau rouge. Le fait d'avoir par exemple le fait d'avoir des réveils nocturnes et puis que tu n'arrives pas à te rendormir, ça peut être un drapeau rouge aussi. Hein. Après, ce qui est aussi important à se rendre compte, c'est que des fois, il y en a qui ont des pathologies graves et qu'il y a 0 drapeau rouge. Et là, je vous invite à suivre votre flair. Parce que des fois, il y a des patients que vous ne sentez pas. C'est bizarre leur truc. Pourtant, vous n'avez pas de bonne raison de les exclure de votre thérapeutique ou de les renvoyer pour des examens complémentaires, mais vous sentez qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Faites confiance. Parce qu'il y en a qui ne présenteront pas de drapeau rouge et qui auront quand même des pathologies graves. Et puis, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce que je vous disais, de venir les combiner. Et par exemple, si j'ai une suspicion de cancer ou si j'ai une suspicion de métastase osseuse, mon patient il a eu un antécédent de cancer, il ne se sent pas bien, il a perdu du poids récemment sans de bonnes raisons, il est réveillé la nuit, il n'arrive pas à se rendormir. Ça, c'est un petit cocktail qui te fait dire « Waouh, peut-être que ça vaut le coup de le renvoyer pour des examens complémentaires. » D'accord ? Donc ça, vous apprendrez à le faire. Et puis, rassurez-vous aussi, la plupart des patients, ils ne viennent pas chez vous en première intention. Donc, il n'y a pas de bonne raison qu'ils aient passé entre les mailles du filet. Et puis, quand bien même ils viennent en première intention, et je vous souhaite que quand vous allez exercer, avoir des patients qui viennent en première intention, vous allez vite à les reconnaître. Patient âgé, enfin, un peu âgé, qui a un trauma mineur, c'est imagerie. Un patient jeune avec un trauma mineur, un trauma majeur, pardon, vous les évaluez pas sans imagerie. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire mal au dos? Eh bien, Bogduk, il identifie 3 grandes causes, essentiellement disque, facette, sacro-iliaque, et puis ça a été un petit peu complémenté par Peterson et puis par Mark Laslett aussi, qui différencie 5 grands groupes de bonnes raisons d'avoir mal au dos, de catégories. Donc il y a les douleurs discogéniques, grosse majorité, notamment au niveau lombaire, sacro-iliaque, sûrement surdiagnostiqué, mais grosse prévalence chez les femmes enceintes, les instabilités. Il y a des instabilités lombaires qu'on va retrouver chez notamment des athlètes un petit peu caricaturaux qui seraient des gymnastes, des lutteurs, tous ceux qui sont plus ou moins en lien avec le fait d'avoir des fractures des isthmes vertébraux qui mènent potentiellement à spondylo, des problèmes de racines nerveuses et problèmes de facettes aussi extrêmement surdiagnostiquées. Alors comment je peux faire le tri dans tout ça? Ce qui n'est pas simple, c'est que finalement, vous savez, quand vous recevez un patient qui a une lombalgie, vous vous dites ok, je sais reconnaître les drapeaux rouges, ok, je sais reconnaître les radiculopathies, mais le reste, c'est un peu une boîte noire. Parce qu'on a du mal à identifier avec certitude l'origine anatomopathologique de quelqu'un qui a mal au dos. Alors on se dit, c'est pas grave, j'ai l'imagerie. Ah non, avant on s'est dit, c'est pas grave, je vais faire de la palpation, des tests de pouce montant, machin et tout ça. Hashtag bullshit, c'est absolument pas reproductible ni fiable. Donc vous pouvez les oublier, ça ne vous permettra pas de faire un bilan qui soit reproductible et qui vous mène à un diagnostic et à un traitement pertinent. Dans ce cas-là, vous dites, c'est pas grave, j'ai l'imagerie. Et ça, j'aime bien cette étude d'Herzog parce qu'elle est un peu bousculante. C'est des gens qui avaient fait des imageries. Et en fait, c'était un patient, il a fait 10 IRM chez 10 radiologues différents. Il est arrivé avec 10 résultats différents, 49 trouvailles différentes, 16 étaient trouvées que dans une seule IRM et aucune faisait l'unanimité parmi les 10. D'accord? Et en gros, chaque radiologue avait environ 12 erreurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imagerie, elle ne nous dit pas grand-chose de plus que mon patient n'a pas de grosse merde. L'imagerie, elle est là pour exclure une pathologie grave. Mais des manifestations dégénératives ou des manifestations liées au temps qui passe, vous en avez aussi chez les patients qui ont pas mal. Donc observer des modifications à l'imagerie ne suffit pas pour faire un lien de causalité, encore une fois, avec la douleur du patient. Alors,
qu'est-ce que je peux faire de différent pour évaluer mon patient, pour savoir ce qu'il faut que je lui fasse in fine en traitement. Et c'est là que la méthode de triage, et notamment la méthode de triage qui est proposée par la méthode Mackenzie, est extrêmement intéressante, parce qu'elle va nous permettre de regrouper des patients dans des syndromes qui sont mutuellement exclusifs, et qui vont nous permettre de choisir un traitement en accord avec la reconnaissance du syndrome dans lequel on l'a classifié. Et pour ça, en 1, on mettra la priorité à l'identification d'une préférence directionnelle. Une préférence directionnelle, c'est une direction de mouvement qui, quand elle est... Alors, c'est une direction qui, quand elle est utilisée dans un mouvement ou dans une posture, va entraîner un changement positif en termes de localisation de la douleur et d'intensité de la douleur. C'est-à-dire que, par exemple, mon patient, il a une douleur lombaire, je vais lui faire faire, pourquoi pas des flexions, et quand je vais lui faire faire des réflexions avec des répétitions, à force de répéter la flexion, la douleur va diminuer ou va venir se centraliser très fort au milieu du dos. Ça me dira que la flexion est une préférence directionnelle. Mais vous vous doutez bien qu'avec l'écrasante majorité de contraintes en extension qu'on a dans la vie de tous les jours, on aura une bien plus grande prévalence de l'extension comme une préférence directionnelle. Inversement, dans ce cas-là, la direction opposée, elle aura pour effet d'augmenter les symptômes et de déplacer distalement la douleur. C'est quelque chose dont on vous a parlé, la préférence directionnelle? Ouais, cool. Mais vous avez déjà parlé de plein de trucs. Il y a quelqu'un qui vous a fait une initiation à la méthode Mackenzie pendant la formation? C'était qui? Non? C'était en stage? En cours? Ouais. Alors pourquoi je vous dis que c'est quand même super confortable de travailler avec ça? C'est parce que la science, et notamment grâce à l'étude de Delito, nous dit que quand tu trouves une préférence directionnelle, tu sais avec relativement de confort intellectuel que 1, c'est la bonne direction pour traiter ton patient, 2, le pronostic est extrêmement favorable, et 3, il y a de grandes chances que ça se passe dans le disque. Mais à la limite, même si ça ne se passe pas dans le disque, on s'en fout. Tu sais qu'il va mieux avec ça. Donc plus de même chose. Donc ce que je vous disais, les stats, c'est à peu près entre 70 et 80% des patients qui iront mieux en extension. C'est ce qui fait que des fois, je vois des patients qui arrivent et me disent « Oui, j'ai déjà fait du Mackenzie. » Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait? Il a fait des extensions. Alors, là aussi, il ne faut pas faire de raccourcis. Mackenzie, c'est un mode d'évaluation, c'est un mode de raisonnement. Mais tous les patients n'ont pas besoin d'extension, mais par contre, quasiment tous auront besoin de flexion à la fin de leur traitement pour au moins les réhabituer à supporter ce à quoi ils s'exposent tout au long de la journée. Donc, ce n'est pas juste des extensions, c'est un mode de raisonnement pour classer le patient et déterminer ce qui est bon pour lui. Alors, si j'ai un patient qui a mal au dos, qui est coureur à pied, qui vient me consulter, qui me demande s'il peut continuer à courir, moi je vais lui faire une évaluation Mackenzie. Et si je retrouve une préférence directionnelle en extension, j'ai aucune bonne raison de lui interdire de courir. Jusqu'à preuve du contraire, la course à pied, c'est une activité en extension. Par contre, je lui donnerai un certain nombre de recommandations. Je dirais, avant d'aller courir, vérifie que ton extension est relativement libre. Peut-être qu'elle ne sera pas complète et indolore, mais suffisamment libre pour pouvoir cumuler de l'activité en extension avec la course à pied. Éventuellement, s'il avait des glissements asymétriques, je lui demanderais de vérifier l'état de ces glissements. Et s'ils sont asymétriques, je vais lui dire, fais donc un peu d'exercice, vérifie que tu as symétrisé tes glissements, et parcourir après. Et puis, si tant est qu'il ait une petite radiculopathie, parce que c'est possible aussi, je vais lui demander de s'auto-évaluer sur un LASEG ou sur un slump. Et puis, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'à l'issue de sa course à pied, son LASEG soit plus serré ou qu'il ait encore plus de mal à tendre sa jambe quand il fait un slump. Donc, je vais lui demander d'être acteur du monitorage de ses symptômes de manière à savoir s'il est en train de se faire du bien au-delà de la douleur ou pas. Donc le patient, il va s'auto-prendre en charge, il va faire des exercices avant et après avoir été couru, il va faire attention à ses baromètres, il va monitorer la douleur pendant et après.
Parfois, il aura peut-être besoin d'exercices avec des surpressions. Je vais lui apprendre peut-être à utiliser une sangle ou à demander de l'aide à la maison. Il faudra vraiment qu'à l'issue des exercices, l'intensité de la douleur et la topographie aient changé dans une direction favorable, y compris à l'issue de sa pratique de la course à pied. Et puis, après sa pratique, je lui ai demandé de monitorer ses symptômes. Et cette photo-là, c'est moi qui l'ai prise. Et à l'époque, c'était quand j'ai fait mon premier UTMB, donc c'était en 2015, ça remonte un petit peu maintenant. Et en fait, un des premiers gros ravitaillements à l'UTMB, c'est les Chapieux. Donc, tu as monté le col du Bonhomme, tu as déjà fait Saint-Gervais, machin et tout, tu arrives aux Chapieux. Pour quelqu'un qui est en milieu de peloton, tu es déjà pas loin d'une dizaine d'heures de course, peut-être 8 heures de course. Donc, c'est déjà un bon premier morceau qui est passé. Et en fait, je quitte le ravitaillement et je tombe sur ce gars qui est en train de faire des fausses pompes. Alors, bon, je ne suis pas super pressée, hein, je ne joue pas la gagne. Je veux être finisher. Donc, je prends le temps, puis je discute avec lui. C'était un mec qui était d'Europe du Nord. Donc, on discute un peu en anglais. Je dis, mais pourquoi tu fais ça et tout. Il me dit, c'est ma seule solution pour finir la course. J'ai vu avec mon kiné, à chaque ravito, je me fais mes extensions. Je dis, ah ouais, et tout, mais tu as été vu en charge avec la méthode McKenzie, donc ouais, c'est ça et tout. Et en fait, j'ai un regret. D'après vous, lequel? Parce que du coup, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Parce qu'il était allongé sur son dossard. Je ne lui ai pas demandé son numéro de dossard et je ne sais pas s'il était finisher. Et ça, c'est vraiment mon regret de ne pas savoir si ce gars-là, il a été finisher ou pas. Et puis pour un autre exemple, j'allais dire un petit peu commun cabinet. L'année dernière, j'avais un patient, c'était vraiment un coureur récréatif, enseignant, voilà, il voulait juste continuer à courir, mais il était très embêté avec ses lombalgies. Je l'ai eu pendant un petit moment. Après, c'est le préparateur physique avec lequel je bosse qui avait pris le relais pour réaugmenter un petit peu son niveau de forme physique. Et puis un jour, il reprend rendez-vous avec moi un petit peu à distance. Et c'était vraiment très rigolo parce qu'il voulait refaire un petit peu le point. Et je lui demande comment il va. Il me dit, écoutez, ça va bien. Il me dit, bon, j'ai eu l'impression que ça m'avait porté la poisse de reprendre rendez-vous avec vous parce que finalement, la semaine dernière, quand je suis partie courir, au bout de 5 minutes, 10 minutes, je me dis, non, ça recommence, c'est pas une bonne idée. Et puis finalement, j'ai vu un petit muret qui se prêtait à côté de moi, à côté de mon chemin. Et j'ai pensé à ce qu'on avait fait en place, ce qu'on avait mis en place. Donc j'ai fait des extensions sur mon muret. Et puis j'ai recommencé à courir et puis j'ai fait mon footing complet. Et là tu te dis, c'est bon, il a tout compris. Il a utilisé son outil et surtout il a pérennisé sa pratique. Et il me dit, il y a 6 mois de ça, je serais rentré chez moi et puis j'aurais été me morfondre en allant regarder des trucs sur Internet et en plus en flexion. Donc il aurait entretenu ses symptômes. Donc cette autonomisation-là, elle est vraiment extrêmement intéressante. J'ai aucune idée du temps qui passe et je voudrais pas... Ça va. Par contre, il n'y a pas que des cas simples, il n'y a pas que des dérangements postérieurs dans dans notre cabinet, même si c'est une majorité. Je vous ai dit, sur la prévalence de la préférence directionnelle, globalement, le tout venant au cabinet, c'est à peu près 60-70% qui iront mis en extension. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'extension avant même d'avoir fait le bilan, tu vois. Mais il faudra aussi reconnaître des situations complexes. Alors, dans quel cas je peux avoir des situations complexes? Et dans certains cas, ça peut être des situations complexes qui ne sont pas forcément un obstacle à la pratique de la course à pied sur le long terme. L'instabilité ou le spondylo, c'est en lien avec le fait que, 1, tu as une lysismique et 2, tu as un disque incompétent. Tant que tu as un disque compétent, tu n'as pas de spondylo et tu n'as pas d'instabilité. Donc pour ça, il faut d'abord objectiver la pertinence de ce spondylo. Parce que tu peux avoir un spondylo à l'imagerie qui n'est pas du tout pertinent. Pertinent, ça veut dire en rapport avec. Et si tu as quelqu'un qui a un spondylo à l'imagerie et qui passe ses heures à faire de la programmation un peu en autiste, parce que je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des programmeurs, mais ils sont complètement dans leur truc et ils ne voient pas le temps qui passe, il peut avoir un dérangement postérieur en lien avec une trop grande exposition à la flexion et être beaucoup mieux avec de l'extension alors qu'il a un spondylo. Donc il va falloir vraiment observer si mon patient, son spondylo, il est pertinent. J'aurai des indices dans l'interrogatoire, j'aurai des indices dans l'examen physique. Par exemple, quelqu'un qui a une instabilité,
effectivement, il n'est pas bien quand il est en station debout prolongée. Quand il commence à se remettre assis, c'est un peu dur, mais au bout d'un moment, il est quand même mieux. Pour autant, il a 0 perte de mouvement, à la différence de quelqu'un qui aurait un dérangement antérieur, donc aurait besoin, lui, des flexions de façon répétée. Et puis, à partir de ce moment-là, une fois que je l'aurai identifié, je ferai un travail de stabilisation, stabilisation en engageant le transverse, stabilisation en renforçant les fessiers, en renforçant les érecteurs du rachis, en optimisant son gainage par focus externe, c'est-à-dire pas en lui disant rentre le ventre, begin tout, fais tes mouvements, mais plutôt quelque chose qui se fasse de façon un petit peu plus automatisée. Et puis je le réexposerai sans aucun souci à la course à pied. Par contre, je le réexposerai extrêmement graduellement. Dans l'évaluation, en fait, ça c'était une étude de Peter O'Sullivan qui avait comparé différents types d'exercices dans le traitement de l'instabilité. Et effectivement, il avait vu que il avait objectivé que la compilation transverse fessier et recteur du rachis était plutôt pertinente. Hop, ça, je vous le passe. Vous savez comment on teste un spondylo? Une fois que vous avez exclu un mécanique simple? Non? Vous allez des fois sur Physiotutors? Ouais. Je vous invite à y aller. Alors les filles, c'est super parce que les gammes, pour vous démontrer un test sur une épicondylalgie, ils sont torse nu. Moi, je dis, je ne sais pas pourquoi ils sont torse nu, mais franchement, ils peuvent se le permettre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... en fait, les vidéos sont plutôt bien faites. Je vous invite à surtout pas aller voir la vidéo sur la préférence directionnelle parce qu'elle est très mauvaise. Mais sinon, sur les autres tests, c'est plutôt bien fait et ça vous donne la sensibilité, la spécificité des tests. Vous êtes à l'aise avec ça? Ouais. Donc en fait, à chaque fois, vous avez les valeurs métrologiques des tests qui vous permettent forcément... Ah, par contre, je suis peut-être pas connecté à Internet. Ouais, je ne peux pas être connecté. Je vais les passer, vous irez les chercher sur YouTube, ce sera plus simple. Il vous donne la sensibilité et la spécificité. Donc pour le spondylo, il y a 2 tests. Il y a le Prone Instability Test. Je vais vous les remettre là, comme ça vous pourrez les prendre quand même en... Le Prone Instability Test et puis le Passive Lumbar Extension Test. Le Passive Lumbar Extension Test, vous demandez au patient de se mettre à plat ventre. Donc il est à plat ventre, ouais, c'est exactement ça. Il est à plat ventre sur la table, vas-y, ouais. Tu veux venir? Allez. Vas-y, prête ton corps à la science. Ouais. En fait, le patient est sur la table, détendu. Tu gardes les jambes tendues. Voilà. Et puis vous montez là. Mais vous voyez si vous reproduisez les douleurs de consultation. D'accord? Et le deuxième, le Prone Instability Test, tu vas te mettre comme il est là, toi, en bout de table avec les jambes qui restent à l'extérieur. Voilà. Donc là, moi je suis vraiment très très basse là. Vous imaginez que je suis vraiment au-dessus d'elle. Et je vais venir faire des PA sur les différents niveaux, les mobilisations. Je vais chercher le niveau qui reproduit la symptomatologie de mon patient. OK. Là, tu vas venir prendre la table comme ça. Voilà. Et tu viens tendre les jambes. Décolle, décolle, décolle. Voilà. Et je refais mes PA. Et si j'ai une douleur quand elle a les jambes en bas, qui diminue, voire disparaît quand elle engage ses érecteurs du rachis, c'est un test qui va être positif. Mais ça me donne aussi une partie de mon traitement. D'accord? Donc ces 2 tests-là, une fois que tu as exclu, merci beaucoup, un potentiel mécanique simple, ils peuvent être très intéressants pour valider le fait qu'effectivement ton patient a bien un problème d'instabilité. Les tests de sacro-iliaque ou les pathologies liées à une irritation des sacro-iliaques, je vous disais, elles sont vraiment surdiagnostiquées. C'est à peine 15% des lombalgiques. Et il y a une première chose qui est extrêmement intéressante quant au fait de pouvoir les inclure ou les exclure, c'est déjà le diagramme corporel.
quand vous remplissez votre diagramme corporel, là, sur votre bilan, si votre patient il a des douleurs au-dessus des EIPS, c'est pas un problème de sacro-iliaque. Donc, ne serait-ce qu'avec le diagramme corporel, vous pouvez déjà, vous savez, dans votre... Je ne sais pas si vous avez coutume de faire ça ou si on vous présente de faire ça, mais moi, quand je parle de diagnostic différentiel, j'aime bien dire que je joue au qui-est. Alors, je sais peut-être que vous n'avez peut-être pas trop joué au qui-est, vous. Si? Ah, redites-le moi encore une fois. Vous avez joué au qui-est? Super. Je vais pouvoir utiliser mes métaphores à 2 balles pendant encore quelques années. Moi, j'aime bien jouer au qui-est. Pourquoi? Parce que c'est notre principe de raisonnement clinique. Tu prends le champ des probables et puis tu abats des cartes en fonction de ce qui est statistiquement le plus probable. Donc, tu vas commencer par exclure ce qui est statistiquement le plus probable. Et donc, quand j'ai un patient qui a des douleurs lombaires, statistiquement, la probabilité qu'il ait un problème de dérangement lombaire mécanique, de quelque chose qui fonctionne pas bien ou d'un peu d'obstruction au niveau de ces articulations intervertébrales, c'est vraiment ce qui est statistiquement le plus probable. Donc je dois exclure ça avant de commencer à penser à un autre diagnostic potentiel. Et donc, quand je soupçonne quelque chose d'origine sacro-iliaque, en 1, j'exclus d'abord un problème lombaire, et en 2, sous réserve qu'il est pas mal au-dessus des EIPS, je vais faire mes tests de provocation de sacro-iliaque. Et mes tests de provocation, c'est des tests de reproduction de la douleur. Il faut qu'ils soient suffisamment appuyés pour que ça provoque la douleur du patient. D'accord? Et si j'ai au moins 3 tests positifs, je pourrais inclure, valider le fait que mon patient il a des douleurs en lien avec une irritation des sacro-iliaques. Et par contre, méfiez-vous, les sacro-iliaques, c'est des structures qui peuvent entraîner des douleurs qu'on appelle des douleurs projetées, donc des douleurs à distance, qui n'ont rien à voir avec une douleur radiculaire, mais qui est l'expression d'une structure somatique profonde qui souffre. Et je peux avoir une douleur sacro-iliaque, enfin, je peux avoir un problème sacro-iliaque qui irradie sur la crête iliaque, qui irradie face antérieure de la cuisse, qui irradie face postérieure de la cuisse, même jusqu'au mollet. Ça, c'est une étude de Dreyfus qui s'est amusé à faire des injections de liquide hydrosalin pour essayer d'irriter les sacro-iliaques et voir où les patients avaient mal. Et ils pouvaient avoir mal jusque dans le pied. C'est sympa comme étude, hein? Bon, ils étaient payés quand même, hein? Donc, je vais faire mon test diagnostique. Et après, une fois que j'ai validé que mes sacro-iliaques étaient partie prenante, dans la grande majorité chez le coureur, c'est lié à une irritation. Et c'est souvent des gens qui sont améliorés, ou en tout cas dont les symptômes sont modifiés par le fait de venir stabiliser les sacro-iliaques. Et quand vous mettez une ceinture très 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 fort au niveau des ailes iliaques, vous avez une diminution des symptômes. Donc ça peut être la stratégie numéro 1, si ça marche. Et puis la stratégie numéro 2, ce sera qu'il ait sa propre ceinture avec ses propres muscles. Les muscles qui stabilisent les sacro-iliaques, encore une fois, c'est le transverse. Donc, moi, je vais beaucoup axer ma rééducation dans un premier temps en essayant de moduler les symptômes, en lui demandant de porter une ceinture toute la journée. Ensuite, on va commencer à travailler l'engagement du transverse, mais il va falloir aussi travailler tous les muscles qui viennent s'insérer autour de la capsule des sacro-iliaques. Les articulations sacro-iliaques, c'est les articulations les plus stables du corps humain. Elles sont là pour faire dissiper l'énergie à chaque fois que je marche, à chaque fois que je cours. Donc vous imaginez qu'elles peuvent être quand même un peu irritées avec la course à pied. Et donc, il va falloir faire travailler tous les muscles qui s'insèrent autour de la sacro-iliaque. Et moi, mon exercice favori et le plus efficace en modulation de symptômes des sacro-iliaques, c'est l'American Swing. Il y en a qui font un petit peu de crossfit? Non? Vous faites pas de crossfit? Non mais franchement... Un peu d'haltéro. Personne fait d'haltéro? Non plus? L'American Swing, vous voyez pas ce que c'est? Une kettlebell, vous voyez ce que c'est? Ah, je suis rassurée quand même. En fait, c'est un exercice où je viens comme ça, je prends ma kettlebell là, et je vais venir la tirer fort, et ensuite engager fort les fessiers pour faire monter la kettlebell. D'accord? C'est pas du tout un exercice de bras, hein. C'est vraiment un exercice d'engagement des fessiers et des ischios extrêmement puissants. Donc ça, c'est un super exercice de modulateur. Et toute la partie redescente, tu es obligé d'engager fort les transverses. Donc du coup, tu vas avoir aussi ce recrutement intéressant dans le cadre des pathologies sacro-iliaques. Par contre, il y a un diagnostic différentiel à avoir en tête chez un coureur qui a une douleur de type sacro-iliaque, c'est qu'il peut aussi avoir une fracture de stress du sacrum.
Ça fait partie des fractures de stress assez courantes chez le coureur à pied. Donc parfois, il faudra faire une imagerie pour l'identifier ou en tout cas l'écarter. C'est un beau pronostic. C'est une fracture à bonne évolution. Il se repose, il attend, et quand il a plus mal, il recharge graduellement et ça va très bien se passer. Concernant la reprise de la course à pied, chez quelqu'un qui aurait un problème de sacro-iliaque, eh ben, là aussi, je vais commencer à lui demander de reprendre la course à pied en alternant marche-course et au départ peut-être avec sa ceinture. Puis petit à petit, il va augmenter sa fraction de course sur sa fraction de marche et puis il va enlever graduellement sa ceinture et puis il va repartir dans une pratique habituelle. Je me souviens d'une patiente qui était venue me voir à la suite d'un trail qu'elle avait fait dans le Pays Basque qui s'appelle le Schkal Trail. Si vous êtes coureur, je vous le recommande parce que l'ambiance est vraiment très très bien. Et les ravitaillements sont top, top, top. Et c'est sur 2 jours, donc en plus il y a un repas du soir, une fête le soir qui est vraiment très bien. Et en fait, elle s'était vraiment irritée sacro-iliaque à cette occasion-là. Et elle avait ça c'est le Schkal, c'est le jeudi de l'Ascension. Et elle avait un autre trail de prévu à Borg-les-Orgues en début juillet. Donc ça ne fait pas une grosse marche pour récupérer et reprendre. Mais on avait réussi à bien quantifier, puis je vais vous parler de la quantification du stress mécanique dans un instant. On avait réussi à bien quantifier, à bien réexposer à la course. Mais j'étais quand même un peu inquiète sur son trail à Borg-les-Orgues. Et à l'issue de ce trail, je lui ai dit alors comment ça s'est passé et tout. Elle me dit écoute, nickel. Et de toute façon, j'avais pris ma ceinture d'hydratation. Et je m'étais dit que si jamais j'avais un tant soit peu d'irritation ou de début de commencement de signe que ma sacro-iliaque commençait à s'irriter, j'avais testé et ma ceinture d'hydratation pouvait me servir de ceinture sacro-iliaque. Donc top. D'ailleurs, vous pouvez les prescrire, les ceintures sacro-iliaques. Moi, je vous recommande soit directement de les prescrire sur un site qui s'appelle Sport Orthèse. Là aussi, j'ai un énorme conflit d'intérêt. C'est mon meilleur pote qui l'a créé. Enfin, c'est un de mes meilleurs potes qui l'a créé. Mais n'empêche que vous pouvez directement le commander, vous rentrez l'ordonnance, le patient est remboursé, c'est super efficace. Et il l'aura plus rapidement que si vous allez à la pharmacie du coin. Ou alors, vous envoyez les patientes acheter une ceinture sacro-iliaque chez Verbaudet. Par contre, ils ne seront pas remboursés. Mais ce sera beaucoup moins cher. Parce que je crois qu'elles sont à 24 € chez Verbaudet. Moi, j'en ai toujours une au cab. Comme ça, quand mon patient en a besoin, elle repart avec et puis elle m'en ramène une autre la fois d'après. Ça, c'est le type de programme que vous pouvez trouver sur le site de la clinique du coureur, qui sont des programmes de réexposition à la course à pied. Et là, notamment, chez quelqu'un qui aurait eu une grosse irritation de sacro-iliaque, je peux commencer avec un programme un peu conservateur. Mais franchement, avec ma patiente, j'avais commencé de façon un peu plus cavalière. J'avais pris le programme fractionné 2 qui nous amène à 30 minutes de course à pied en 3 semaines. Là, vous voyez qu'on a un programme extrêmement graduel qui nous amène à 30 minutes de course à pied en 8 semaines. Mais après, rien ne vous empêche de le commencer à la 4e semaine si votre patient il est déjà capable de courir 10 minutes. Donc ça, c'est pour vous donner des idées de progression et puis des idées d'accompagnement du patient dans sa réexposition à la course. Ça va avec tout ça? Ouais? Vous m'arrêtez si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez témoigner d'une expérience clinique. Les zygapophysaires, je vous disais qu'elles étaient vraiment surdiagnostiquées. C'est à peine 3% de la pathologie lombaire, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et chez le coureur à pied, c'est essentiellement des pathologies qu'on va pouvoir retrouver en lien avec une exposition à la descente alors que la personne n'était pas coutumière de faire des descentes de cette façon-là. Et par exemple, moi j'habite à côté, je travaille à Niort, entre Poitiers et La Rochelle. Franchement, pour trouver des descentes qui font 200 mètres de D+ d'un coup, c'est pas super facile. Et pour faire 1000 mètres de D+, tu vas sûrement être obligé de faire 10 fois la même côte. Donc, c'est pas super sexy pour travailler le trail de montagne, mais c'est pas grave. Ça n'empêche que, si jamais du jour au lendemain, quand je vais dans les Alpes, je me fais des descentes à pleine vitesse, ce que je fais plus, et j'ai jamais été très bonne descendeuse, mais admettons que je fasse des descentes à pleine vitesse. Si je suis un petit peu en retenue parce que j'ai un peu les pétoches, je peux venir m'irriter fortement mes sacro-iliaques
par un petit peu de compression, mais sacroiliaque, mais zygapophysaire. Bon, ben là, vous vous doutez bien que c'est juste en lien avec du trop vite, trop fort, trop tôt. Pendant 2-3 jours, je fais des activités de transfert, pourquoi pas du vélo, et après, j'apprends à descendre et je charge graduellement mes zygapophysaires. Est-ce que j'ai des vraies contre-indications à la pratique de la course à pied? Certainement. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les patients lombalgiques, il faudra leur faire courir, il faudra les faire courir et que la course à pied, c'est bon pour tout le monde. Ce n'est pas une bonne idée de faire courir quelqu'un qui a des modiques et qui a des modiques pertinents, c'est-à-dire qui sont, encore une fois, en relation avec la douleur. Une modique, c'est des manifestations inflammatoires au niveau des plateaux vertébraux. C'est souvent en lien avec le fait d'avoir eu à un moment donné une pathologie discale. Ça répond pas bien mécaniquement. Et surtout, les douleurs sont directement proportionnelles à la charge. Donc lui, c'est clair que je ne vais pas le faire courir. Si je n'ai pas de préférence directionnelle et que j'ai une radiculopathie, qu'on appelle une radiculopathie mécaniquement non répondante, où la douleur dans la jambe prime sur la douleur lombaire, où le patient il douille avec des élancements, des fourmis dans la jambe une grande partie de la journée, il a déjà du mal à marcher, franchement, je ne vais pas aller lui faire de la course à pied. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra plus jamais en faire. En tout cas, il faut prendre en charge son problème et sa radiculopathie avant de le remettre à la course à pied. Et puis, sur un canal lombaire étroit, vous vous doutez bien que je ne vais pas lui faire une activité prolongée en extension. Ou alors, il faut qu'il court 30 secondes, il faut qu'il s'assoie, qu'il tourne 30 secondes, qu'il s'assoie. Bon, ça n'a pas de sens. D'accord ? D'ailleurs, le canal lombaire étroit, c'est quand même vraiment une pathologie qui est liée à la charge. Et il y a un truc que tu ne sais pas? Dis-moi. Ouais, il y a une abréviation que tu ne savais pas? Sûr, mais on peut passer du temps, ça ne me dérange pas. RMNR, c'est ça? Radiculopathie mécaniquement non répondante. C'était peut-être ça. Canal lombaire étroit, c'est vraiment une pathologie liée à la charge. Donc, c'est vraiment des gens qui auront besoin d'être debout pour avoir des symptômes dans les jambes. C'est une claudication intermittente. Et c'est essentiellement en lien avec le fait que quand tu es en charge, la moelle va être, dans le canal, va être moins alimentée par la vascularisation, du fait que le canal soit plus étroit, et de fait, va y avoir l'expression des symptômes à ce moment-là. Question à 3 d'un, je vais aller les chercher à côté. Ouais, c'est ça. Il y en a qui se réveillent. Comment vous faites la différence entre une claudication intermittente d'origine canal lombaire étroit versus une claudication intermittente type artériopathie ou artérite? Vous avez 2 couples de personnes un peu âgées qui se promènent, qui font les magasins. Les 2 messieurs ont une claudication intermittente. Quand ils marchent, au bout d'un moment, ils ont mal dans la jambe. Comment je peux savoir lequel a un canal lombaire étroit et lequel a de l'artérite? S'il s'assoit et qu'il va mieux, d'accord, et l'autre? Si aussi, l'autre il ira mieux aussi. Mais par contre, l'autre, pour aller mieux, il a besoin de s'arrêter. En fait, celui qui est artéritique, il peut faire les vitrines. Il adore faire les vitrines. Il marche 10 mètres, il regarde la vitrine. Il marche 10 mètres, il regarde la vitrine. Quand il est debout statique, les douleurs s'arrêtent. Alors que le canal lombaire étroit, il faut qu'il rentre dans le magasin, qu'il trouve un fauteuil pour s'asseoir, qu'il regarde sa femme faire des essayages, il va mieux, et après il peut repartir. Il y en a un qui a besoin de s'asseoir, alors que l'autre a juste besoin de s'arrêter. Et puis, admettons que vous les mettiez sur un vélo, le canal lombaire étroit, il va être beaucoup moins embêté que l'artéritique. Parce que l'artéritique, il aura toujours cette demande vasculaire qui est déficiente. Alors que le canal lombaire étroit, il sera en flexion, il ne sera pas si mal que ça. Même si vous le mettez sur un tapis incliné, canal lombaire étroit, il préférera marcher incliné. Et si vous lui mettez un tapis avec de la pente, il s'en sortira mieux que la claudication intermittente, de type artérite. Ça marche? Tac, on va passer vite ça.
Alors après, ça c'est quelque chose auquel je suis foncièrement attachée, j'ai un énorme biais, j'ai une profonde croyance et une profonde passion pour l'activité physique et notamment la course à pied comme vecteur de bonne santé. Un des credos de la clinique du coureur, c'est la santé par la course à pied. Peut-être que vous avez vu le camion, c'est écrit en gros, la clinique du coureur, la santé par la course à pied. Mais en même temps, j'ai de bonnes raisons d'y croire fortement. En effet, la course à pied, ça peut être un outil de choix, notamment dans la cicatrisation. Et je relisais un petit peu mes notes parce que j'ai fait un DU de prépa physique l'année dernière à Poitiers. Et mon sujet de mémoire, c'était lombalgie et course à pied. Donc ceux qui le veulent, d'ailleurs, c'est bien plus détaillé que ça. Vous me taguez sur Insta. Je veux 60 nouveaux followers sur Insta, s'il vous plaît. Comment récupérer des followers? Je veux être l'influenceuse quinquagénaire de la physiothérapie. En fait, non mais sérieux, hein, si ça vous dit de le récupérer, ce sera avec grand plaisir que je vous l'enverrai avec toutes les références. Et en fait, il y a des études qui sont rigolotes, qui ont été faites, enfin rigolotes, sur des personnes âgées. Ils se sont amusés à prendre 30 personnes âgées, voilà, plus de 60 ans, et à leur faire des plaies. D'un point de vue éthique, c'est quand même... mais c'est des plaies cutanées, c'est pas trop grave, quoi. Puis à 60 ans, c'était une cicatrice, c'est pas trop grave non plus. Donc, ils l'ont fait, puis ils n'étaient pas là, hein. Donc, ils leur ont fait une petite plaie, et il y a un groupe à qui ils ont dit, on va commencer à courir. Enfin, ils leur ont fait faire des exercices cardio. Il y avait du tapis, pas forcément de la course, mais il y avait des tapis, de la marche, du vélo, etc. Puis un groupe, ils ont fait des cham exercices. Et en fait, ils se sont rendus compte que le groupe qui avait eu du cardio, il cicatrisait avec quasiment un tiers plus vite en nombre de jours que le groupe qui n'avait pas eu de cardio. C'était hallucinant. Il gagnait un tiers de temps sur la cicatrisation. C'est impressionnant, hein? Après, d'autres choses aussi extrêmement importantes, et notamment en lien avec l'adaptation, la course à pied va pouvoir faire la promotion de l'adaptation. Et on sait que tous les tissus du corps humain s'adaptent, pas tous à la même vitesse. On a parlé du disque, c'est sûrement le disque qui s'adapte parmi les tissus qui s'adaptent le moins vite, mais tous les tissus s'adaptent, donc la course va pouvoir faire la promotion de ces adaptations-là. Et puis, en termes de désensibilisation, ce sera aussi extrêmement intéressant. Et en termes d'utilisation chez les patients chroniques, on a montré que la pratique d'activité aérobique favorisait les mécanismes opioïdes endogènes, que ça entraînait une diminution de la perception de la douleur, une meilleure tolérance à la douleur. Et pareil, des études qui s'étaient amusées à prendre des groupes de douloureux chroniques, un groupe à qui on avait fait... à qui on donnait un programme d'activité aérobique, un groupe à qui on ne donnait pas de programme d'activité aérobique, et ils se sont amusés à voir comment ils évoluaient sur les 10 semaines qui suivaient, et ils avaient pour but de recroiser les deux groupes, parce que c'est comme ça qu'on fait normalement dans une étude randomisée et contrôlée, et en fait, jamais personne n'a voulu croiser le groupe, dans le groupe qui avait eu de l'activité physique. Et ils avaient aérobie et contraction, travail isométrique et isotonique. Donc une vraie valeur ajoutée, y compris dans la gestion de la douleur chronique. Donc après, une fois qu'on a dit tout ça, on a bien compris que c'était quand même super top. Maintenant, il faut quand même savoir comment je m'y prends et comment je peux encourager une bonne pratique de la course à pied. Alors ça c'est cool parce que Florian va enchaîner là-dessus, puis il y aura une vraie continuité dans la présentation. Mais globalement, la science, elle reconnaît des techniques efficaces et des techniques inefficaces en termes de matière, en termes de biomécanique de course. Et je vous dis efficace et inefficace sur la base des échanges gazeux. Et les techniques efficaces, c'est une technique qui encouragerait une pose du pied au sol proche du centre de gravité, avec un angle pied-sol relativement faible, avec un genou fléchi, un tibia relativement vertical, peu de déplacement vertical de la part du centre de masse et une cadence aux alentours de 180 pas par minute. Inversement, la technique inefficace, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent chez les coureurs récréatifs. Ils attaquent loin du centre de gravité avec un angle pied-sol très important, un genou tendu, un tibia non vertical, ils montent beaucoup vers le haut et ils ont une cadence aux alentours de 160 pas par minute. Et là, tu te poses la question, ça sert à quoi de monter vers le haut quand tu cherches à aller vers l'avant?
vite. Donc il y a une déperdition d'énergie importante. Et deux autres choses extrêmement sympas, je trouve, c'est que dans la technique inefficace, dans ce qui peut nuire à l'efficacité de la technique, c'est penser à comment je cours. C'est extrêmement extrêmement énergivore. Et inversement, sourire, ça augmente l'efficacité de course. Ici, les gars, s'insulter à la troisième personne, ça augmente votre efficacité de course. Donc vous vous insultez à la troisième personne en souriant, vous allez déchirer. Et puis, la différence aussi entre une technique efficace et une technique inefficace, c'est sur la vitesse de force d'impact. Et on pourra voir que la vitesse de force d'impact, parfois, elle peut être liée, ou en tout cas influencer la symptomatologie, voire la pathologie. Et donc, quand on court avec une technique dite plus efficace, eh ben, on va voir ce qu'on appelle un lissage du pic passif. On n'a pas ce petit rebond là que vous voyez sur la courbe en orange, et on a globalement une pente, c'est-à-dire la vitesse de mise en charge, la vitesse de force d'impact qui va être plus douce et qui va être beaucoup plus protectrice. Alors, comment je peux faire maintenant pour encourager des bons comportements de modération des forces d'impact? Vous allez sûrement le voir en direct tout à l'heure, mais plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. Augmenter la cadence, c'est sûrement l'intervention la plus sécuritaire et la plus efficace et la plus durable. Dans le sens où, quand tu fais des interventions chez un coureur, il faut toujours faire attention au ratio bénéfice-risque. Moi, je dis souvent dans les cours, le coureur qui n'est pas blessé, tu ne le changes pas. D'accord ? Sauf s'il a la recherche de performance. Et dans ce cas, tu vas être extrêmement subtil sur tes interventions, de manière à ne pas être responsable de sa prochaine blessure. J'ai un copain qui aujourd'hui est parti à Marie-Galante pour travailler, qui était avant enseignant de la clinique du coureur, qui s'appelle Xavier Téchéné, avec un bon accent toulousain, qui disait « pas blessé, pas changé ». Pour autant, tu peux lui donner plein de conseils sur son entraînement, plein de conseils sur l'optimisation peut-être de sa biomécanique, mais par des choses vraiment subtiles. Donc la cadence, c'est quelque chose qui est assez facile à changer, qui est assez durable et qui est surtout peu dangereux. Après, je pourrais aussi demander à la personne de ne pas faire de bruit. On va voir que ça marche aussi extrêmement bien. Je pourrais lui demander je pourrais éventuellement réduire l'interface entre le pied et le sol. C'est-à-dire que plus je sens ce sur quoi je cours, et plus finalement j'ai de bonnes raisons de penser que mon patient va être, ou que mon coureur va être protecteur, va être modérateur dans ses forces d'impact. Plus tu vas avoir une grosse chaussure, et plus tu vas avoir tendance à te laisser tomber dedans, parce que le sol te renvoie aucune information et ta plante de pied te renvoie aucune information. Alors que si tu me cours pieds nus sur des petits cailloux, tu vas être sûr que même le gars qui fait 150 kg, il va courir super léger. Hein. Mais ça ne veut pas dire que la vérité, c'est de mettre tout le monde pieds nus sur des petits cailloux. On est d'accord. Et puis, après, je pourrais faire éventuellement des corrections biomécaniques volontaires. Et ça, je vous invite à être extrêmement prudent, parce qu'elles seront de loin les plus dangereuses et certainement les moins durables. Dans le sens où, à partir du moment où vous engagez un processus d'apprentissage par focus interne, c'est beaucoup plus questionnable quant au fait que ça dure dans le temps. Et c'est sûr que courir sur l'avant-pied, c'est possible pour tout le monde. La grande majorité, le lendemain, ils ne marchent plus parce qu'ils ont trop mal au mollet. Il y a des chances que s'ils persistent, ils vont se faire une tendinopathie d'Achille. Et il y a des chances que s'ils passent à travers tout ça, au bout de 5 km d'un 10 km, ils soient à nouveau sur le talon. Alors que si on fait des choses plus subtiles, qui amèneraient vers une biomécanique plus protectrice, mais moins cavalière dans l'intervention, on puisse être extrêmement pertinent. Donc le KISS Principle, c'est Keep it simple et stupid. Moi, mes interventions sur la biomécanique de course, elles s'articulent essentiellement autour du moins de bruit, augmentation de la cadence, et peut-être diminuer l'interface entre le pied et le sol. Pour ça, je vais choisir dans une gamme de chaussures qui se rapproche de quelque chose qui permette de sentir le sol. Donc ça ne veut pas dire qu'il sera en five finger, mais ça veut dire que quand je vais diminuer l'épaisseur de la semelle,
et la flexibilité, et augmenter la flexibilité de la chaussure, il y a des chances qu'ils sentent un petit peu plus ce sur quoi ils courent. J'ai 5 minutes, c'est ça? J'ai 10 minutes. Oh, mais on est... Allez, question. 5 minutes. Et c'est en ça que sert l'indice minimaliste. L'indice minimaliste, c'est une façon de coter les chaussures depuis la plus protectrice jusqu'à celle qui simule le plus le pied nu. Dans l'indice minimaliste, il y a 5 critères. Il y a le poids de la chaussure, il y a l'épaisseur du stack, c'est-à-dire l'épaisseur de la semelle, il y a la flexibilité, il y a la technologie embarquée, et j'en ai oublié un. Poids, flexibilité, technologie, les drops, merci 5 dents. Et 4 Madeleine Bijoux. Et le drop, c'est la différence entre la hauteur du stack au talon et à l'avant du pied. Et l'ensemble de ces 5 critères va définir un indice qui va de 0 à 100%. Si je me rapproche de 70%, il y a des chances que mon patient soit encouragé à avoir une biomécanique plus protectrice. Après, si je veux aller sur du 5 finger, il n'y a pas de souci, c'est possible, mais ce n'est pas la quête d'une vie. À 70% d'indice minimaliste, tu es déjà à peu près sûr d'avoir une biomécanique protectrice. Par contre, si je dois intervenir sur la chaussure, il faudra que je sois extrêmement graduel. C'est pour ça que ce n'est pas toujours mon intervention primaire. Parce que quelqu'un qui est prêt à engager du temps et qui est prêt à faire une transition où il augmente l'utilisation de sa chaussure d'1 minute de plus par entraînement, il faut qu'il soit motivé. Le moins de bruit, ça marche extrêmement bien. En fait, il y a une étude de Krabaï qui était intéressante parce qu'ils ont comparé 2 interventions. Des gens qui couraient sur tapis et puis ils avaient une rétroaction biofeedback sur leur vitesse, sur leur force d'impact et ils devaient faire en sorte de réduire celle-ci. Et puis un autre groupe, on leur a pas donné de rétroaction visuelle, on leur a juste dit faites moins de bruit. Exactement le même résultat. Mais je vous invite quand même à vérifier. Parce qu'effectivement, quand tu as des coureurs qui courent, tu leur dis fais moins de bruit, tu en as qui vont faire ça. Très bien, ça marche. Puis tu en as d'autres qui vont faire ça. Et là, tu te dis c'est pas du tout ce que je veux non plus. Donc, il faut vérifier que l'intervention fonctionne, enfin, qu'ils intègrent l'intervention, mais qu'elle fonctionne dans ce que tu veux induire quelque part. La cadence, je vous dis, c'est un chiffre un peu en or, parce que ça ne veut pas dire que c'est 180 sinon rien, c'est 180 plus ou moins 10, mais globalement, quand tu augmentes la cadence de 10 pas par minute, tu vas diminuer le déplacement vertical, les contractions musculaires, le temps de contact au sol, les forces d'impact, ce qui fait que globalement, tu peux être que profitable pour ton patient en termes de biomécanique et en termes de performance. Le moins de temps que tu passes au sol et le moins tu montes vers le haut, le plus tu seras performant. Donc on observe aussi une augmentation de ce qu'on appelle du running economy chez les gens vers qui on encourage une augmentation de la cadence. Ça c'est assez facile, Florian vous le montrera. Tu feras avec ma métronome tout à l'heure? Formidable. Et puis l'outil numéro 1 dans toute la prise en charge et dans toute l'exposition comme ça graduelle du patient à la reprise de la course à pied, ce sera d'utiliser la notion de quantification du stress mécanique. Et ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui avec lequel vous êtes assez coutumier, c'est de se dire que le corps s'adapte à condition que le stress mécanique qui lui est appliqué n'est pas supérieur à sa capacité d'adaptation. Ça veut dire qu'on a tous une ligne rouge qui, quelque part, est notre limite maximum à supporter de la contrainte. Il y en a qui l'ont très haute parce qu'ils sont très entraînés, il y en a qui l'ont très basse parce qu'ils sont sédentaires. Après, il va pouvoir aussi varier en fonction de comment je suis en forme en ce moment, est-ce que je dors bien, est-ce que je suis préoccupée, est-ce que je suis en période d'examen, est-ce que je fais 3 conférences dans la semaine, est-ce que je viens de me payer des déplacements à gogo, est-ce que je suis inquiet pour mes enfants, etc. Il faut savoir que si je dépasse ma ligne rouge, mon corps va me le dire. C'est pas grave, ça a au moins le mérite de me dire où elle était. Je prends 2-3 jours de repos et je rechargerai graduellement entre ma ligne verte, qui est ma ligne minimum pour créer les adaptations, et cette fameuse ligne rouge où je sais
dont je sais où elle est maintenant. Donc, faites attention à cette notion de variabilité en lien avec le sommeil, essentiellement, notamment chez vous. C'est aussi variable aussi d'un patient à l'autre. En termes de, on va personnaliser la quantification du stress mécanique en fonction du patient. C'est-à-dire qu'il y en a à qui je vais dire, OK, tu as le droit d'aller jusqu'à un 2 de douleur à condition qu'elle cède dans la demi-heure qui suit. Puis pour certains, c'est bon, tu vas à 5 à condition qu'elle cède dans la demi-heure qui suit. Le 2 de certains, ça peut être un 5 chez l'autre. Ça va dépendre du type de la pathologie. Dans une pathologie inflammatoire, bah, je veux pas de douleur. Dans une pathologie chronique de type tendinopathie d'Achille, j'ai jamais vu une tendinopathie d'Achille qui allait mieux si j'allais pas dans la douleur. Donc bah, là, il va falloir vraiment qu'on tape un petit peu dedans. Et puis, bah, je vais leur donner un baromètre pour statuer le lendemain si oui ou non on était dans la bonne dose. Et par exemple, le baromètre à évaluer dans une tendinopathie d'Achille, ce sera combien de temps j'ai besoin pour me mettre en route le lendemain matin. Si j'avais besoin de 5 pas pour me mettre en route ce matin, que j'ai fait ma course à pied et que demain j'ai besoin de 5 pas pour me mettre en route, ça voudrait dire que j'étais parfaitement dans la bonne dose. Moi, je vous invite à une chose, et c'est vraiment quelque chose avec lequel à laquelle je suis vraiment très attachée. L'analyse biomécanique, je l'explore, qui va vous le faire. Ça, ce sera vachement... C'est pour ça que ça va être hyper complémentaire. Une chose à laquelle je suis extrêmement attachée, c'est que vous repartiez et que vous attaquiez votre métier en étant curieux et décomplexé. C'est-à-dire, curieux, bah, intéressez-vous à plein de choses. Et décomplexé, c'est absolument pas grave d'empirer quelqu'un. La pire des choses à faire pour moi, c'est de ne pas changer quelqu'un. Et ça, je vous le dis de façon très sur le ton de la plaisanterie, mais très sérieuse. Dans le sens où aggraver quelqu'un, ça te donne 2 infos. Ce qu'il n'est pas. Donc, à défaut de savoir ce qu'il est, tu sais ce que c'est pas. Et c'est quand même un indice. Et tu sais, dans le cadre d'une quantification du stress mécanique, ça te permet de savoir où est sa ligne rouge. Et il y a tellement de gens que moi je reçois au cabinet parce que forcément j'ai un petit biais de consultation aussi, puis souvent c'est des gens qui sont un peu en échec quelque part de leur histoire naturelle ou de leur thérapeutique. Et il y a plein de gens que je vois au cabinet et c'est juste que c'est sûr que dans une tendinopathie d'Achille, ils ont fait des exercices. Tu as pris Stanish, mais vous étiez même pas dans l'idée de vos parents quand Stanish a publié. Nos parents, ils ne savaient même pas qu'un jour ils vous auraient. C'était 86. Ils connaissaient peut-être même pas votre mère. Donc, il y a eu d'autres choses de publiées depuis, et ils ont fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est moins laudant que de marcher. Donc, si ton patient, il marche, le minimum syndical pour une tendinopathie d'Achille en termes de traitement, c'est qu'il court. Et ce sera son médicament. Mais ce sera de la course à pied médicament. Donc c'est moi qui le prescris, et c'est à raison d'1 minute de course et 1 minute de marche. Vous voyez, et si au bout de 5 minutes il a mal, eh ben au moins j'aurai le mérite de savoir sa ligne rouge, et la prochaine fois il partira à 4. Mais il ne partira pas avec 3 × 10, qui ne sert à rien depuis 2 mois. D'accord? Donc ça, soyez vraiment décomplexés. Si vous aggravez un patient, ce n'est pas grave. Vous allez en avoir plein, vous allez tirer plein d'informations. Si vous ne changez pas un patient, je trouve ça un peu plus embêtant. Ne vous inquiétez pas, il me resterait 2 slides. Donc, la slide du lundi, c'est pas, il n'y a pas forcément, avoir mal au dos ne veut pas forcément dire stop la course à pied pour toujours. La majorité des gens pourront courir. Parfois, il faut arrêter temporairement, mais par contre, il faudra recharger graduellement. Quelqu'un qui n'a pas couru depuis 6 mois, c'est un débutant. Il faudra reconnaître les pathologies spécifiques. Et puis, quantifier la charge, quantifier le stress mécanique, encourager les bons comportements de modération des forces d'impact. Vous allez en reprendre une couche dans un instant. Je vous remercie tous.